Le président de la République revient de la capitale sénégalaise Dakar après avoir participé à un sommet sur la souveraineté alimentaire et la résilience en Afrique. Le président de la République participe aux travaux du sommet Dakar 2 sur la souveraineté et la résilience alimentaire et présente la vision de notre pays pour le développement de l'élevage afin d'en faire un pôle économique capable de résilience. Et après avoir enregistré une dégradation importante de la situation épidémiologique, le Comité national de suivi de la mise en place du Fonds de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus annonce que la situation sanitaire reviendra bientôt à la normale. C'était les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de la République, Monsieur Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a regagné Nouakchott cet après-midi en provenance de la capitale sénégalaise Dakar, après avoir participé à un sommet sur la souveraineté alimentaire et la résilience en Afrique. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, par le Premier ministre, Monsieur Mohamed El Bilal Messoud, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, les ministres de la Justice, de la Défense, de l'Intérieur et de la décentralisation, le chef d'état-major spécial du président de la République, le directeur adjoint du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la vice-présidente de la région de Nouakchott. Au cours de ce déplacement, le président de la République était accompagné d'une importante délégation comprenant Monsieur Ousmane Mamadou Kane, ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Monsieur Yahya El Hamdelwarf, ministre de l'Agriculture, Monsieur Mohamed El Abdallah El Adman, ministre de l'Élevage, Madame Fatima Toumt Mahfouz El Khatri, commissaire à la sécurité alimentaire, Monsieur Mohamed Yahya El Teis, ambassadeur de notre pays à Dakar, Monsieur Ahmed El Bahin, chargé de mission à la présidence de la République, M. Mohamed Lamine Selman, conseiller à la présidence de la République, M. Mohamed Mahmoud Lamad, conseiller également à la présidence de la République, M. Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le président de la République était également accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires comprenant M. Mohamed Zeyn El Abidine ou le Cheikh Ahmed, président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Dia Adama, président de la Fédération nationale de l'agriculture, M. Mustafa Ould Abdallahi, président de la Fédération nationale de l'élevage. Le président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a évoqué dans une intervention lors de sa participation au sommet Dakar 2 dans la capitale sénégalaise l'ambitieux programme de développement de l'élevage en Mauritanie et les actions publiques entreprises pour en faire un vecteur de sécurité et de résilience alimentaire. Le président de la République a tout d'abord fait observer que le sommet Dakar 2 est porteur d'importantes leçons, soulignant que le potentiel agricole et animal à lui seul ne suffit pas à assurer l'autosuffisance alimentaire. Merci beaucoup pour votre question. Mais avant d'aller directement à la réponse, je souhaiterais revenir un peu à ce qui a été dit aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de leçons qui doivent être en tirées. J'ai entendu le président Adesina dire aujourd'hui que le potentiel ne suffit pas. Il dit qu'il ne suffit pas parce qu'il est évident que le potentiel est là. On a parlé de 65% de terres arables du monde. On a parlé de 65% et peut-être même plus de jeunes africains, donc une population jeune très apte à travailler et qui a aussi besoin de travailler. Donc, de la jeunesse, des terres arables, on a parlé de l'eau. Donc, tout ça, ça doit nous permettre quand même de rappeler, comme l'a dit le président Adesina, pour nous rappeler un peu de ce potentiel que nous avons. Et pourtant, nous sommes dans cette situation, dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Je suppose que mon frère, le président Macky Sall, en pensant à l'organisation de cette conférence à laquelle nous sommes aujourd'hui, je dis que je le suppose, je ne suis pas sûr, je ne lui ai pas posé la question, mais je pense qu'il a médité sur la situation de notre continent qui a résulté des dernières crises que nous avons subies.
de la pandémie de la Covid-19 et des effets que nous avons subis à cause de la guerre en Ukraine. Et ça doit lui avoir donné matière à penser en tant que président de l'Union africaine, président en exercice, pour nous inviter à venir méditer nous aussi sur la façon avec laquelle nous allons pouvoir nourrir l'Afrique. Nourrir l'Afrique, c'est-à-dire nous nourrir nous-mêmes. C'est donc ici l'occasion pour féliciter et saluer le leadership de mon frère, le président Macky Sall. Par rapport à la question sur la Mauritanie, en particulier sur le secteur de l'élevage, effectivement, la Mauritanie dispose, elle aussi, d'un potentiel important en élevage. Mais je viens de dire qu'il ne suffit pas d'avoir ce potentiel. Il faut pouvoir le mettre à profit. Il faut pouvoir exploiter les potentiels. Nous, en Mauritanie, pour une population pas très grande, on est aux environs de un peu moins de 5 millions peut-être, mais avec ces 5 millions, ou un peu moins, nous avons un énorme potentiel en élevage. Nous avons quelque chose qui approche les 30 millions de têtes de ruminants. De ce potentiel est très peu exploité. Nous nous en avons rendu compte. Vous me direz que peut-être tardivement, oui, c'est vrai. Mais quand nous nous sommes rendus compte qu'il faut le mettre à profit, nous nous sommes effectivement tournés vers une politique dans ce sens pour pouvoir faire quelque chose là-dessus. Donc en capitalisant sur ce potentiel en matière d'élevage, nous envisageons procéder par une politique d'exploitation qui doit nous permettre en 2027 d'augmenter la production nationale de lait à 120 000 tonnes par an et d'en destiner au moins 35% à la transformation industrielle. De faire passer notre production annuelle de viande rouge de 230 000 à 300 000 tonnes et d'augmenter notre production annuelle de viande de volaille à 30 000 tonnes. De produire aussi annuellement 150 millions d'œufs de consommation. Et nous pensons que tout ça va constituer de très bons créneaux pour l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, l'emploi des femmes. Dans le cadre de cette politique dédiée à l'élevage, nous avons, c'est vrai, de grandes ambitions, mais nous avons aussi de bons espoirs que nous allons pouvoir y arriver dans les délais que je viens de préciser. Je vous remercie. Les travaux du sommet Dakar 2 sur la souveraineté et la résilience alimentaire ont été lancés ce jour dans la capitale sénégalaise Dakar en présence du président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani. Le sommet organisé par le groupe de la Banque africaine de développement a discuté des questions liées à la mobilisation de fonds pour exploiter le potentiel agricole et alimentaire en Afrique. Bokar Bailaba revient sur les temps forts de ce sommet. Comment nourrir l'Afrique? Durant 3 jours du 25 au 27 janvier 2023, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, accompagnés de plusieurs experts dans leur délégation, tenteront de répondre à cette question, thème du sommet Dakar 2 qui s'est ouvert au Centre international de conférence à Diamniadio en présence du président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani. Le sommet vise un engagement politique de haut niveau, le soutien des partenaires au développement et les investissements du secteur privé autour de la production, des marchés et du commerce pour assurer une production alimentaire accrue dans les pays africains. Ouvrant les travaux du sommet, le président sénégalais Macky Sall a souligné la nécessité pour l'Afrique d'assurer la souveraineté alimentaire, la gestion durable des terres, de favoriser le désenclavement des zones de production et développer des infrastructures de stockage, de transformation et de conservation. La cérémonie d'ouverture a été également marquée par d'autres allocutions, mettant l'accent sur la nécessité d'engager une dynamique de mise à niveau du secteur agricole en Afrique pour éradiquer la famine, garantir la sécurité alimentaire, créer des chaînes de valeur et favoriser l'emploi des femmes et des jeunes par l'accès au foncier, les financements adaptés et l'accompagnement.
Autre moment fort du sommet, c'est ce panel de haut niveau animé par les présidents mauritaniens, sénégalais, nigérians, malgaches, kenyans, zimbabwéens, tanzaniens, zambiens, du vice-président ivoirien et par le premier ministre nigérien. Ils ont tous souligné la nécessité d'investir dans l'augmentation de la productivité agricole, soutenir les infrastructures, les systèmes agricoles adaptés au climat, avec des investissements du secteur privé tout au long de la chaîne de valeur alimentaire. Tout cela permettra d'aider à faire de l'Afrique un grenier pour le monde. Les chiffres sont éloquents. Quelques 828 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, dont le tiers, 249 millions en Afrique. Ces vastes superficies de savane sont à elles seules estimées à 400 millions d'hectares, dont seulement 10% sont cultivés. Désormais, l'essentiel sera de soutenir les efforts visant à libérer le potentiel agricole de l'Afrique pour une production alimentaire suffisante. Car l'Afrique a tout à gagner et le monde a aussi tout à gagner dans tel effort concerté. Le président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a quitté Nouakchott ce matin à destination de Dakar pour participer au sommet sur la souveraineté alimentaire et sur la capacité de résilience en Afrique. Le président de la République a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott au Tounsi par le Premier ministre M. Mohamed El Bilal Messoud, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, les ministres de la Justice, des Affaires étrangères, de la Défense nationale, de l'Intérieur et de la décentralisation, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe de cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la vice-présidente de la région de Nouakchott. Au cours de ce déplacement, le président de la République était accompagné d'une importante délégation comprenant M. Ousmane Mamoudou Khan, ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Yahya Hamdelouar, ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Abdallah Al-Adman, ministre de l'Élevage, Mme Fatima Mahfouz Al-Khatri, commissaire à la sécurité alimentaire, M. Mohamed Yahya Al-Taïs, ambassadeur de Mauritanie au Sénégal, M. Ahmed Al-Bahine, chargé de mission à la présidence de la République, M. Mohamed Amin Salman, conseiller à la présidence de la République, M. Mohamed Mahmoud Lamad, conseiller à la présidence de la République, M. Hassan Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le président de la République était également accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires comprenant M. Mohamed Zain El-Abdin El-Cheikh Ahmed, président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Dia Adama, président de la Fédération nationale de l'agriculture, M. Mustafa El-Abdallahi, président de la Fédération nationale de l'élevage. Le président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Oulbaï, a reçu aujourd'hui dans son bureau les membres du bureau exécutif de l'organisation SOS Esclaves, conduite par Madame Mariam Boukari, première vice-présidente de l'organisation. Selon le responsable à l'information de l'organisation, M. El-Kour Ibrahim Saneb, la délégation est venue exprimer ses remerciements et sa gratitude au président de l'Assemblée nationale et à travers lui à la prestigieuse institution de l'Assemblée nationale pour la décoration qui a été attribuée au président de l'organisation, M. Boubacar Ould-Messoud. La délégation a remis un message écrit au président de l'Assemblée nationale dans lequel SOS Esclaves adresse ses remerciements et sa gratitude à l'Assemblée nationale pour cette décoration qu'elle considère comme une reconnaissance des efforts consentis par le grand militant des droits de l'homme, le président Boubacar Ould-Messoud, au service de la nation. Le président de l'équipe d'amitié parlementaire franco-mauritanienne, M. Sidney Sorna, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de France accrédité en Mauritanie, son Excellence M. Alexandre Garcia. La réunion a porté sur les relations de coopération existantes entre les deux pays et les questions régionales d'intérêt commun. La rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs membres de l'équipe d'amitié franco-mauritanienne. Le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud El-Cheikh Abdallah Al-Bouya, a décoré aujourd'hui, au nom du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El Ghazouani, des cadres de son département. C'est ainsi qu'il a décoré de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national M. Cheikh Ould Baba Ahmed, chargé de mission au ministère, Mme Nefissatou
Mohamed El Hussein, conseillère au ministère, Madame Mentahmeida Brahim Tekrour, conseillère au ministère, Monsieur Yacoub Mohamed Khabouzi, inspecteur au ministère, Monsieur Mustafa Ahmedna Saïd, procureur de la République en Nasaba, de la médaille d'honneur première classe, Madame Fatimetou Mohamed Si, greffier, Monsieur Abdallahi Sheikh Mohamed Dahid, chef de service au ministère, de la médaille d'honneur deuxième classe, Monsieur Sidi Mohamed Mahmoud Ab. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, Monsieur Mohamed Ahmed Aïda, et des cadres du département. Le procès des personnes impliquées dans l'affaire de corruption issue du dossier 01-2021, dit dossier d'enquête parlementaire, s'est ouvert ce jour au tribunal correctionnel spécialisé dans les crimes de corruption de Nouakchott. Une commission parlementaire avait ouvert une enquête sur des affaires de corruption au cours de la période de 2009 à 2019 et transmis les résultats de l'enquête au ministère public pour enquête, ce qui a conduit à l'inculpation d'un groupe de personnes qui ont comparu aujourd'hui devant la dite commission. Le Comité national de suivi de la mise en œuvre du Fonds de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus a consacré sa réunion ce jour au Palais des Congrès de Nouakchott sous la présidence du ministre des Finances, président du Comité national de suivi de la mise en œuvre du Fonds de solidarité sociale et de lutte contre le corona. Le rapport présenté aux membres du comité lors de cette rencontre est traité en détail de l'état du fonds et des conditions générales de sa mise en œuvre durant les mois de septembre et d'octobre, incluant les principaux postes usuels liés à sa gestion, revenus, dépenses pour la période mentionnée, les stocks de vaccins et la situation générale du stock de dons en nature, en plus des annexes qui montrent les détails nécessaires associés au fonds. Le rapport indique que les revenus du fonds au cours de la période sous-mentionnée s'élevaient au 31 octobre 2022 à la somme de 74 592 000 ouguiya sous forme de dons, tandis que les dépenses des mois de septembre et d'octobre se sont élevées à 19 154 505 ouguiya. Le rapport a montré que plus de 80 000 examens ont été complétés au cours des 2 mois susmentionnés et une baisse de 32% a été notée par rapport aux 2 mois précédents. Le Comité national de suivi de la mise en place du Fonds Corona anti-Corona annonce le retour imminent à la normale. Le ministre des Finances, président du Comité national de suivi de la mise en œuvre du Fonds de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus, a indiqué que le rapport du comité portait sur les recettes et les dépenses de la période précitée et sur l'exécution des dépenses. L'atelier du projet d'appui à l'enseignement des sciences, de la technologie et de l'innovation dans les lycées organisé par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a été lancé ce matin à Nouakchott. Les objectifs de la rencontre avec Aminata Khan. Lancement du projet de renforcement de l'enseignement et de l'apprentissage des sciences, technologies et de l'innovation au secondaire par le ministère de l'économie nationale et de la promotion des secteurs productifs en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Le ministre de l'Éducation nationale, présent à la cérémonie, a affirmé à notre micro que ce programme vise à encourager l'apprentissage et l'initiation des apprenants aux technologies et à l'innovation au niveau du secondaire, indiquant que le programme vise à faciliter l'adaptation et l'approche pédagogique pour les apprenants. Il est à noter qu'au cours de cette rencontre, plusieurs exposés ont été présentés aux participants. La ville historique de Tichita a abrité hier soir
les activités de clôture de la 11e édition du Festival des villes du patrimoine. Cette 11e édition a été marquée par de nombreuses activités de développement, de soirées culturelles et de concours dans divers domaines du patrimoine. Eminem Terlil nous en dit plus. À la fin de 7 jours d'activités culturelles, religieuses et de développement, les rideaux sont tombés sur le Festival des cités du patrimoine organisé dans sa 11e édition dans la ville historique de Tichit. Lors de son mot de clôture, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamedou Souidat, a loué la place qu'occupe la ville historique de Tichit et ses populations dans les objectifs culturels de développement tracés par les pouvoirs publics. À leur tête, son Excellence, M. Mohammed Ould Cheikh Al Ghazouani. Conscient, dit le ministre, de la juste valeur de la ville de Tichit, nous avons déployé tous les moyens humains et logistiques possibles et nécessaires à la réussite du festival. Mais ce qui nous console, poursuit-il, c'est que les plans et programmes de développement se poursuivront aussi bien dans la ville de Tichit que dans toute la wilaya, et ce, conformément aux engagements du président de la République, M. Mohammed Ould Cheikh Al Ghazouani, visant à réaliser un développement continu et une prospérité durable au profit des populations de Tichit, de la wilaya du Tagon en général et du pays dans son intégralité. Le festival de Tichit, conclut le ministre, a été l'occasion pour le président de la République de renouveler sa détermination à incarner les valeurs nationales de solidarité, de citoyenneté, de justice et de développement, ayant pour objectif final une transformation sociale de qualité garantissant la prospérité des générations à venir tout en préservant leur identité nationale et culturelle. La cérémonie de clôture a également été l'occasion de remettre des prix de distinction aux lauréats des compétitions culturelles et sportives organisées à l'occasion du Festival des cités du patrimoine, ainsi que la réception de la part du ministère de la Culture d'anciens ouvrages offerts par l'Union générale des lettres et écrivains de Mauritanie. Toujours à Tichit, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a supervisé hier soir la distribution de matériel sportif en marge du Festival des villes du patrimoine. Le ministre a également supervisé l'octroi de subventions et d'aides aux différents pavillons. Bokarbe là-bas. Plusieurs équipements sportifs ont été distribués au club de jeunes. Des équipements constitués de ballons et de lots de maillots. Et c'est le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Mohammed Ould Souidat, qui a supervisé la cérémonie. Le ministre a également visité l'exposition organisée à l'occasion de la 11e édition du Festival des cités du patrimoine. Mohammed Ould Souidat a déclaré qu'une enveloppe financière de plus de 30 millions d'Ansenouguia a été déployée au profit des exposants. Il a en outre souligné la place qu'occupe la culture dans le programme du président de la République. Les organisateurs de l'exposition n'ont pas manqué de remercier les pouvoirs publics pour cette aide précieuse et les efforts déployés pour assurer la réussite de cette grande manifestation culturelle et artistique. L'Union nationale du patronat mauritanien n'était pas en reste. Ainsi, l'INPM s'est manifestée à travers un soutien aux exposants du Festival des cités du patrimoine. D'ailleurs, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Mohammed Ould Souidat, a mis en exergue le soutien de l'INPM dans cette 11e édition, remerciant en sa juste valeur l'Union. À son tour, le député de la Muqata de Tichit, Bouya Ahmed Shrif, a souligné la parfaite organisation de l'exposition, la qualité des objets artisanaux mis en valeur et la contribution de plusieurs entités. À noter que les exposants ont rivalisé d'ingéniosité et de sens d'organisation durant le festival, avec un objectif bien affiché, valoriser les produits artisanaux fruits du génie créateur mauritanien. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Lalia Camara, a effectué une visite d'inspection dans un certain nombre de projets relevant de son département. La ministre s'est rendue au programme de gestion intégrée des écosystèmes pour le développement humain durable en Mauritanie. Ce programme est financé par le Fonds pour l'environnement mondial à travers l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Les détails de la visite avec Aminata Sakana.
La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Lalia Camara, effectue aujourd'hui une visite au niveau de son ministère. Cette visite comprenait le programme de gestion intégrée des écosystèmes pour le développement humain durable en collaboration entre la Mauritanie et la FAO. Ce programme intervient dans les wilayas du Gorgol et au niveau du triangle de l'espoir. Le coordinateur du projet, Diop Mamadou, a fait une présentation technique inhérent aux bases de données sur la préservation et la restauration ainsi que la gestion des écosystèmes. La ministre a ensuite visité la commission des marchés publics au ministère de l'Environnement et du Développement durable, où elle a également reçu d'amples explications de la part de son directeur qui a passé en revue les missions et la facilité des textes réglementant la structure. Ensuite, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, accompagnée de ses proches collaborateurs, s'est rendue dans d'autres projets. Là également, la ministre a été édifiée sur les projets, les moyens d'adaptation au changement climatique et les moyens de subsistance dans les régions arides du pays. Des membres du gouvernement ont commenté hier soir les résultats du Conseil des ministres réuni hier matin au palais présidentiel à Nouakchott. Il s'agit des ministres de l'équipement et des transports, porte-parole du gouvernement, M. Naniou Chourouqa, de la transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, M. Mokhtar Ahmed Yadali, du pétrole, des mines et de l'énergie, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, et de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, M. Sida Ahmed Ould Mohamed Eminem Tsakhli. Les membres du gouvernement ayant commenté les résultats du Conseil des ministres sont le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, M. Naniou Chourouqa, le ministre de la Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration, M. Mokhtar Ould Yadali, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Sida Ahmed Ould Mohamed. Intervenant le premier, le porte-parole du gouvernement, M. Naniou Chourouqa, a déclaré que le Conseil des ministres a examiné et adopté plusieurs projets de décrets et suivi une communication. Parmi ces textes, un décret portant création d'un établissement public à caractère administratif dénommé Agence du numérique de l'État et fixant ses règles d'organisation et son mode de fonctionnement. Un projet de décret fixant les taxes et redevances minières et un projet de communication conjointe relative à la propriété foncière. Lui succédant, le ministre de la Transition numérique a indiqué que le projet de décret relatif à la création du Conseil supérieur de la numérisation et l'organisation de ses missions et les domaines de son action va permettre l'extension des domaines d'intervention du Conseil ainsi que son personnel dont les membres passeront de 13 à 15, ce qui contribuera au renforcement de son rôle dans la cybersécurité. S'agissant du second projet portant sur la mise en place de l'Agence du numérique de l'État, le ministre a expliqué que cette institution constitue l'organe auquel sera confiée la mission de mettre en œuvre tout ce qui concerne la numérisation des programmes scientifiques et d'en doter les administrations, rappelant qu'elle s'inscrit dans le cadre des engagements pris par le président de la République, M. Mohamed Ould Razouani, dans le domaine de la modernisation de l'administration nationale. Répondant à une question sur la qualité de l'Internet, le ministre a indiqué que son département travaille sur un programme important qui verra le jour dans les années à venir pour surmonter les défis de l'accès à un Internet de qualité. Dans le cadre de ce programme, des ateliers de concertation sur la digitalisation des départements ministériels seront organisés pour définir les stratégies à adopter dans ce domaine. Pour sa part, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, a indiqué que les projets de décret portant définition des redevances et taxes minières, des titres miniers et de carrière s'inscrivent dans le cadre de l'appurement du cadastre minier, des dossiers non résolus et de l'intégration de la transparence dans la gestion de l'industrie extractive. Il a souligné que le premier projet identifie des critères transparents et objectifs pour l'obtention des redevances minières se référant à certains critères adoptés dans le cadre du projet de décret, parmi lesquels un reçu formel spécial et le recrutement d'employés mauritaniens
dont au moins un titulaire d'un master en géologie. Et ce, pour assurer l'harmonisation de la transparence dans l'industrie extractive. Dans sa réponse à une question sur la formation dans le domaine du gaz, le ministre a souligné que l'enjeu majeur dans ce domaine est lié à la qualité de la formation et non à la mise en place d'institutions spécifiques en raison du développement des sciences et de son monopole qui s'est traduit aujourd'hui par un écart galopant entre les pays du monde. Il a par ailleurs souligné la nécessité de mettre en œuvre une politique de formation basée sur des réflexions approfondies pour garantir une formation de qualité qui constitue, conclut-il, une priorité pour le gouvernement. De son côté, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a indiqué que le projet de décret portant plan de lotissement de la ville de Tichit s'inscrit dans le cadre des activités économiques de la 11e édition du Festival des cités du patrimoine. Il s'agit d'un volet ayant caractérisé les 2 dernières éditions du festival suite aux instructions du président de la République, en plus d'autres volets de développement, et d'une mesure qui répond aux aspirations des habitants de la ville de Tichit. Il a précisé que ce plan de lotissement prendra en considération les spécificités de cette cité du patrimoine. Dans ce cadre, le ministre a fait savoir que son département travaille avec les services du ministère de l'Intérieur pour la planification de cette ville de l'intérieur, tout en soulignant que les travaux se poursuivent également pour accomplir la planification des capitales des wilayas qui ont été programmées bien avant. Au sujet du projet de la communication conjointe relative à la propriété foncière, le ministre a indiqué que celle-ci intervient après le discours du président de la République à Tichit, discours dans lequel il s'est apaisanti sur le problème foncier dont souffre la majorité des zones et qui entrave les intérêts de la population et de l'État, en dépit de l'exigence de la loi à cet égard. Afin d'incarner ce discours sur le terrain, dit-il, le gouvernement a élaboré une feuille de route de 6 mois pour mettre fin à ce problème en soumettant des propositions et en déterminant des pistes de solutions adéquates à ces déséquilibres. Réagissant par rapport aux différentes questions des journalistes, notamment au sujet du procès de l'ex-président, le porte-parole du gouvernement a affirmé que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer un procès transparent et digne, soulignant que la presse et le public sont autorisés à assister aux audiences de ce procès qui constitue le premier de son genre au niveau de la Mauritanie. Au sujet du dossier des fonctionnaires de la société NR, le porte-parole du gouvernement a fait savoir que le président a donné ses instructions pour mettre fin à ce dossier qui remonte à l'année 2017. Il a également souligné que des discussions ont été engagées dans ce sens pour trouver une solution satisfaisante pour les concernés. Le ministre secrétaire général du gouvernement, M. Mokhtar Hosseini Lam, a décoré aujourd'hui à Nouakchott, au nom du président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, un certain nombre des fonctionnaires de son département. C'est ainsi qu'il a décoré de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national M. El Arbi Mohamed Dokhtour, conseiller au premier ministère, de la médaille du Mérite national M. Brahim Mohamed Lamine Brahim, chargé de la gestion des missions à l'étranger, de la médaille d'honneur de première classe M. Mohamed Mustafa Sid Ahmed Bah, conseiller juridique au ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, de la médaille d'honneur deuxième classe, Mme Mariam Cheikh Brahim Beidou, chef service à la DGCAG, Mohamed El Mokhtar Ali Mohamed, secrétaire particulier du ministre. Le ministre a affirmé que la décoration de ces personnes est le fruit des efforts considérables qu'elles ont déployés au cours de leur carrière professionnelle, soulignant que parmi les décorés, certains sont en milieu de course et d'autres proches de la retraite. Le secrétaire général du ministère de la Pêche et de l'Économie maritime a effectué une visite d'inspection au marché aux poissons de Nouakchott. La visite vise à identifier les services rendus par l'établissement et les obstacles auxquels il fait face afin d'améliorer ses services. Le point avec Bokar Baylaba. Le marché aux poissons de Nouakchott constitue un important pôle économique dans le domaine du développement pour ce qu'il représente comme dimension socio-économique pour les habitants de la capitale. Les gens commercialisent ce produit au niveau de tous les quartiers de Nouakchott. D'autres y font leurs provisions périodiques pour assurer leur repas quotidien et d'autres exercent aussi des métiers au sein de ce marché. Ainsi, le secrétaire général du ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, Mohamed El Mostafa Abdiouri Jayid, a été édifié sur le fonctionnement de l'établissement,
notamment les étals de poissons. Il s'est ensuite entretenu avec le personnel de gestion du marché et les vendeurs. L'accent a été mis sur l'importance de l'observation stricte des règles d'hygiène et de salubrité des produits de pêche et des conditions de leur exposition et de leur conservation. Et au cours de la visite, le secrétaire général a présidé une séance de travail au cours de laquelle le directeur général de l'établissement de marché de poissons de Nouakchott, Sidi Alioune Sidi Boubacar, a fait une présentation détaillée sur l'établissement, les acquis réalisés et les perspectives. Environ 180 pirogues effectuent une rentrée en mer. 200 tonnes de poissons y sont débarquées. Par ailleurs, le secrétaire général s'est informé des autres installations du marché de poissons de Nouakchott. Il s'agit des unités du réseau d'eau potable et d'assainissement. Pour rappel, l'établissement a pour mission de gérer les infrastructures du marché qui restent propriété de l'État, assurer la maintenance selon les normes internationales des locaux, matériels et équipements, garantir les meilleures conditions d'hygiène des produits halieutiques débarqués et réguler les prix. Le ministère de l'Élevage organise aujourd'hui une rencontre qui porte sur l'étude du plan de communication pour le recensement général du cheptel en coopération avec l'Agence nationale de la statistique, de l'analyse démographique et économique et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'alimentation de l'agriculture FAO. L'atelier vise à présenter la méthodologie utilisée pour la réalisation du recensement général du cheptel sur l'ensemble du territoire national. Aminata Khan. L'objectif de cette rencontre est de présenter aux participants la méthodologie utilisée pour la réalisation du recensement général du cheptel sur l'ensemble du territoire national ainsi que la feuille de route approuvée dans le but de présenter aux médias le processus statistique de ce recensement. Présente à la rencontre, la directrice des stratégies et du suivi du secteur au niveau du ministère de l'Élevage a d'emblée indiqué que l'information statistique est le point de départ de tout processus de planification et c'est également un point déterminant de la crédibilité et la faisabilité des programmes de développement pour identifier les indicateurs et politiques et leur niveau de contribution au développement de l'économie nationale. Ajoutant que l'élevage est un tributaire essentiel du développement social et économique de notre pays, compte tenu du rôle important qu'il joue dans la lutte contre la pauvreté et l'autosuffisance dans le domaine alimentaire. Lui succédant, le représentant de l'Agence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a indiqué que les données de ce recensement serviront notamment au suivi de la mise en œuvre de la stratégie du développement du secteur rural. Cette opération de recensement constitue une source de données de la plus haute importance pour la gouvernance du secteur de l'élevage. En effet, une telle gouvernance nécessite de disposer à temps des données pertinentes, fiables et à jour qui peuvent servir de base utile à la prise de décision. Mesdames et messieurs, les données issues de ce recensement serviront en particulier au suivi de la mise en œuvre de la stratégie du développement du secteur rural à l'horizon 2025, de la stratégie nationale de sécurité alimentaire, du plan national de développement de l'élevage et du plan d'action 2021-2025 de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée SCAP 2016-2030. Ce qui dénote de toute l'importance de cette opération qui est aussi inscrite au plan d'action 2021-2025 de la stratégie décennale de développement de la statistique, la SNDDS 2021-2030, et s'inscrit parfaitement dans le cadre du programme mondial de recensements agricoles, PMR 2016-2025 de la FAO. Il est à noter que l'ouverture de cette rencontre s'est déroulée en présence du sous-directeur de l'Agence nationale de la statistique et de l'analyse démographique et économique, des représentants des organisations pastorales et de plusieurs cadres du ministère.
La ville de Rosso a abrité hier le lancement d'un atelier sur le bassin du fleuve Sénégal sous le thème problématiques et défis, organisé par la Mauritanie en partenariat avec l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS, la France et d'autres partenaires au développement. Cet atelier de 2 jours vise à discuter des moyens permettant l'exécution des priorités d'action. Eminem Tsakhli. Les enjeux et défis du bassin du fleuve Sénégal ont fait l'objet 2 jours durant de débats et de concertations. L'objectif final étant la mise en œuvre des engagements pris à ce sujet. Lors de son intervention pour l'occasion, le wali du Trarza, M. Mohamed Ahmed Mouloud, a indiqué que les conditions climatiques que vit le monde actuellement tirent la sonnette d'alarme et incitent aujourd'hui plus que jamais à une gestion raisonnable des ressources d'eau, notamment au niveau du bassin du fleuve Sénégal, et ce, afin de répondre aux attentes des citoyens en la matière. Le présent colloque s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres prévues par l'OMVS visant à adopter une approche participative qui tient compte de l'intérêt de toutes les populations concernées par le bassin du fleuve du Sénégal. En l'occurrence, il s'agit notamment de sortir avec des recommandations qui permettraient donc aux acteurs intervenant dans le bassin du fleuve Sénégal de poursuivre leur mobilisation donc en faveur donc, de ces territoires afin de prendre en charge les principales préoccupations des populations. La rencontre a également été l'occasion d'écouter les différents représentants du peuple intervenant et exprimant leur avis respectifs. L'importance du sujet fonde l'espoir que des recommandations importantes seront mentionnées avec la mise en œuvre des programmes visant à résoudre les problèmes prioritaires en vue d'améliorer la vie des populations et des habitants de la vallée et plus particulièrement les populations du bassin du fleuve Sénégal. L'urbanisation et la modernisation des installations et villes portuaires des pays membres de l'OMVS ont elles aussi fait l'objet de débats visant à aboutir à l'amélioration de la rentabilité et des conditions de vie des populations locales issues des différents pays concernés par le bassin du fleuve Sénégal. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République revient de la capitale sénégalaise, Dakar, après avoir participé au sommet sur la souveraineté alimentaire et la résilience en Afrique. Le président de la République participe aux travaux du sommet Dakar 2 sur la souveraineté et la résilience alimentaire et présente la vision de notre pays pour le développement de l'élevage afin d'en faire un pôle économique capable de résilience. Après avoir enregistré une dégradation importante de la situation épidémiologique, le Comité national de suivi de la mise en place du Fonds de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus annonce la situation sanitaire reviendra bientôt à la normale. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.